Bienvenue dans Les Voix du M&A, le podcast d'Alvarez & Marsal dédié aux dirigeants bâtisseurs qui structurent leur croissance par acquisition. Aujourd'hui, on accueille l'un des principaux cabinets de conseil, audit, expertise comptable et services aux entreprises en France. BDO s'est imposé comme l'un des groupes les plus dynamiques de la profession, porté par la vision d'Arnaud Naudan depuis 2021. Dans cette conversation, on parlera avec Laurent Lamoureux, le directeur du métier de l'expertise comptable, une rencontre qui nous a elle-même été suggérée à plusieurs reprises par d'autres grands patrons du secteur que nous avons hâte de partager avec vous. Et maintenant, place à notre invité. Bonjour Laurent, bienvenue sur ce podcast. Bonjour. Comment vas-tu ? Très très bien. Bon, pour commencer, pourrais-tu te présenter et revenir sur ton parcours professionnel ? Alors Laurent Lamoureux, j'ai 59 ans, j'ai passé 30 ans en Big Four, donc associé chez Arthur Andersen, puis associé pendant 18 ans chez EY, responsable de l'activité d'expertise comptable, puis en France, puis pendant 5 ans, responsable Europe, puis responsable monde. Et vous verrez dans notre discussion que c'est ce qui m'a vraiment influencé et qui m'a donné envie de venir chez BDO et de faire autre chose. Ouais, c'est ce qu'on a compris. Et donc, si on regarde le groupe BDO maintenant, c'est 270 millions de chiffre d'affaires environ, avec 40% du chiffre d'affaires dans l'expertise comptable, 750 collaborateurs et 50 bureaux. Donc, c'est un énorme succès. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on pouvait décrire il y a quelques années seulement. Comment expliques-tu ce succès ? Alors, notre succès, notre croissance, elle vient de plusieurs choses. Ce sont vraiment la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, une équipe dirigeante, audacieuse et avec la bonne vision. C'est juste fondamental. Ensuite, un COMEX et des équipes qui s'entendent bien, qui partagent des valeurs et une vision. Des bons choix stratégiques, c'est-à-dire à des moments, se dire où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'attend le marché aujourd'hui, et non plus raisonner en disant qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut offrir, mais plutôt qu'est-ce qu'attend le marché et quels sont les besoins du marché. Ce qui n'est pas tout à fait la même approche. Moi, j'ai beaucoup capitalisé sur ce que j'ai vu pendant 5 ans à l'étranger. J'ai passé beaucoup de temps dans les pays digitaux depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même, puisque les premiers, c'est 2005 en Amérique latine ou dans les pays scandinaves, là où nous, on commence à s'y mettre en 2017 avec le projet Chorus, donc un véritable écart. Et puis, que font les cabinets, que font les experts comptables dans ces pays après 50, 10 ans de facture électronique ? Est-ce que la valeur a changé ? Est-ce que le service a changé ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on a aujourd'hui, on arrive à faire un virage fondamental de cette profession il y a plus de changements dans les 2 prochaines années que depuis les 40 dernières. C'est vraiment, vraiment fondamental. Et c'est fou parce que ce retard qu'on pourrait avoir en France, c'est pas un retard technologique ? Non, la technologie, elle existe depuis longtemps. Retard, Alors, les pays scandinaves ont voulu faire de la facture électronique pour fluidifier les échanges entre les entreprises. Améliorer, facturer plus vite, encaisser plus vite, fluidifier l'économie. Les pays d'Amérique latine ont une approche beaucoup plus conservatrice, avec une fraude très forte à la TVA, donc c'est plutôt une vision de juguler la fraude et d'empêcher la fraude. Donc ils ont été très directs avec des contrôles et carrément pouvoir prélever la TVA au passage et s'assurer qu'il n'y ait pas... Donc, avec des effets très rapides. Donc des motivations différentes, des effets qui finalement à la fin sont les mêmes, parce que digitalisation des flux, quel est le rôle de l'expert comptable demain lorsque 2 machines, 2 outils s'envoient des pièces sans intervention humaine, où se déplace la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on attend ? Voilà les vraies questions que j'ai vues et que je suis venu appliquer ensuite en France. Très intéressant Laurent. Donc cette expérience mondiale sert la transformation aujourd'hui chez BDO, le virage de la profession. Est-ce que la croissance externe aussi est au service de cette transformation chez BDO ? Bien sûr. Alors la croissance externe, elle vient elle nous apporte plusieurs choses. D'abord, elle nous permet de grossir organiquement dans des métiers que nous connaissons déjà, en augmentant notre maillage géographique et de permettre d'être partout. C'est-à-dire gros, avec une vision, mais en gardant la proximité avec nos clients, la proximité géographique et l'intuitu personnel. Mais c'est aussi pouvoir s'enrichir d'autres métiers, de métiers périphériques qui traditionnellement ne sont pas dans les cabinets d'expertise comptable. Alors au-delà des métiers traditionnels, c'est de pouvoir avoir des intégrateurs. Donc nous avons fait l'acquisition de 2 intégrateurs de solutions.
c'est d'avoir des solutions de temps partagé ou de management de transition. C'est d'avoir des niches fiscales avec des compétences très pointues. C'est d'avoir évidemment un advisory, un conseil qui va bien au-delà de ce que font les cabinets, qui va vraiment qui est tourné vers les PME avec de la performance financière, avec du conseil, avec du coaching de dirigeants, avec tout ce qui va derrière. Donc c'est d'avoir une approche multidisciplinaire, pluridisciplinaire d'ailleurs plutôt que multidisciplinaire, et adaptée à chaque entreprise. C'est-à-dire que ça n'est pas... Ce qu'on a voulu, c'est un cabinet international au service des PME et des ETI, et non pas des compétences qu'on va apporter, dupliquer. Donc c'est vraiment être capable de faire du sur-mesure, un service de grand cabinet, de grand réseau, adapté à de la PME. Et ça, nous pensons, avec Arnaud, que nous ne sommes pas les premiers, mais nous voulons être les premiers, et nous avons une vraie force pour pouvoir avoir cette position en France. Ok. Les intégrations, la croissance externe mène à l'intégration. Tu nous disais tout à l'heure que le succès de BDO évidemment, repose aussi sur l'alignement des équipes. Comment est-ce qu'on réussit une intégration ? Comment est-ce que les équipes se confondent les unes avec les autres, toujours dans la même dynamique ? Et quelles sont les clés de la réussite ? Alors, il y a un point fondamental dans ce M&A, c'est qu'on n'achète pas la même chose qu'ailleurs. C'est-à-dire que dans un cabinet d'expertise comptable, ou de conseil, en tout cas un cabinet comme BDO, le goodwill prend l'ascenseur tous les matins. Une fois qu'on a intégré ça, ça change totalement le prisme de rapprochement. Le goodwill prend l'ascenseur tous les matins. Ça veut dire que l'intuitu personae est juste fondamental. On achète quoi ? On achète d'abord des personnes qui s'entendent. On n'empile pas du chiffre d'affaires et des portefeuilles. On n'achète pas des usines, on n'achète pas des machines-outils, on achète des gens, des personnes qui ont un attitude personnelle avec leurs clients. Et cette relation, elle est juste fondamentale. La marque donne une assurance. La marque va donner l'assurance d'avoir un réseau, d'avoir des compétences, de beaucoup de choses, une méthodo, une sécurité. Mais ça reste toujours, à la fin, l'associé qu'on a en face de soi qui fait l'intuitu personnel. Donc, si on n'a pas compris ça, ça ne peut pas marcher. Donc on achète quoi ? On se rapproche de personnes qui ont la même vision que nous, qui ont les mêmes valeurs. On cherche des gens qui sont et entrepreneurs et audacieux. Notre marque, c'est passionnément engagé. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Et quand on se marie avec des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui ont les mêmes valeurs que nous, ça dure beaucoup plus longtemps. Et on a une vraie synergie. Donc l'alignement, il se fait pas après, il se fait avant. Avant, dans le choix. C'est dans le choix. Ça, c'est le premier. Et nous, notre force, c'est qu'on sait intégrer sans casser. On respecte ce qui existe, on respecte les forces de chacun, on respecte leur impact sur leur région, sur leur écosystème. Donc, quelque part, on essaye de prendre le meilleur des deux mondes à chaque fois. On a une vision et on essaye, à partir du moment où, dès le début, on a planifié, où on a identifié ça, on sait que ça va marcher, il n'y a pas de sujet. Ensuite, il faut intégrer vite. Si on laisse des cabinets ou des entités 2 ans, 3 ans dans leur coin, en périphérie, un lien capitalistique, ça ne marche pas. Il faut s'intégrer vite. Quand on se marie, si on met 3 ans à habiter ensemble, ça, c'est pas si fort que ça peut pas bien marcher. Donc quelque part, voilà, c'est intégrer rapidement et les dirigeants et les associés, mais aussi les équipes. Bien sûr. Donc ce sont des schools, ce sont des formations, on met tout le monde ensemble, où on partage des valeurs, et l'intégration se fait toujours bien et extrêmement vite. Un véritable parcours d'intégration. Moi, j'aime bien l'expression le goodwill prend l'ascenseur tous les matins. Je pense que ça va vraiment rester et que c'est très parlant. Si on revient vraiment sur votre stratégie M&A, parce que BDO, c'est quand même un groupe qui est énorme, est-ce que vous vous intéressez à toute taille de cabinet, toutes les régions ? Est-ce que vous avez des cibles plus précises dans cette rentrée ? Alors oui, j'ai des cibles très précises. Alors on s'intéresse à tous les cabinets. Non, on ne s'intéresse pas à tous les cabinets. Alors d'abord, on s'intéresse à des cabinets qui ont la même vision que nous. On s'intéresse à des cabinets, on essaie d'avoir un maillage géographique complet. Donc aujourd'hui, oui, j'ai encore quelques trous. Dans la raquette. J'ai des régions dans le nord et dans l'est de la France où nous ne sommes pas présents. D'accord. On a vraiment envie de nous on note.
L'idée n'est pas de planter un drapeau. L'idée, c'est d'avoir déjà un cabinet, des équipes qui a déjà son empreinte. Et c'est d'ajouter la nôtre, nos valeurs, à cette empreinte existante. Ça, c'est très important. Je n'ouvre pas de succursale, j'ouvre pas de bureau comme ça, ça ne marche pas. C'est d'abord le rapprochement avec des gens qui sont déjà dans leur écosystème. Ensuite, c'est d'avoir les compléments de métier dont on parlait tout à l'heure. Donc l'offre est vraiment très très cohérente. Donc aujourd'hui, on a pas mal de choses, mais arrivent des sujets d'IA, bien entendu, arrivent d'autres sujets. Aujourd'hui, on se penche, on se dit, on va aider le dirigeant dans toute sa récurrence, avec la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit. On l'aide à être compliant, mais on est aussi là pour l'aider lorsqu'il a des grands changements. C'est là où on est en proche en conseil avec nos avocats. Lorsqu'il y a, vous savez, le dirigeant, il a une mer qui est souvent agitée, donc des fois, la vague est un peu plus grosse, et la fois, la vague, celle-ci, il n'a jamais vue, et il a vraiment besoin d'aide. Donc on est là aussi pour l'aider, mais on est aussi là pour l'aider dans sa situation personnelle. On est vraiment, l'idée, c'est d'être le premier tiers de confiance du dirigeant. Donc l'expert comptable est vraiment au cœur de cette relation. Donc c'est aussi l'aider, lui parler de sa situation personnelle, de son patrimoine, de sa succession. C'est d'avoir vraiment un 360 pour pouvoir l'aider. Et ça, aujourd'hui, c'est avec tous nos métiers complémentaires qu'on arrive à avoir cette offre extrêmement cohérente et qui permet d'être un acteur important. Très bien, Laurent. Quelle autonomie conserve ou quel soutien opérationnel concrètement bénéficient les cabinets intégrés en matière de choix de logiciels, de recrutement, de relations clients? Quelle est la latitude en fait laissée aux acteurs entrant au sein du groupe? Alors, nous ne cherchons pas des associés ou des cabinets qui cherchent un chèque et un espace de coworking. C'est pas notre philosophie. On a une culture forte, on a une vision qui, je pense, est la bonne du futur. On met les moyens et on cherche des gens qui veulent adhérer à ça et qui viennent dans le même sens. Donc l'autonomie, elle est très forte parce qu'on a parlé tout à l'heure d'intuitu personnel. Donc celui qui détient les clients, c'est l'associé. Voire en fonction de la taille des dossiers, ça peut être aussi le collaborateur. Donc tout le monde, toute cette chaîne en fait a l'intuitu personnel avec le client. Donc l'autonomie, elle reste très forte. Le cabinet qui nous rejoint est totalement maître sur sa région, son écosystème, ses actions commerciales, sa spécialité, sa compétence. On a des bureaux dans des régions qui ont des compétences très fortes dans des domaines comme l'hôtellerie de plein air, on a vraiment des choses très différentes. Donc chacun va capitaliser sur ses forces. Il reste maître de sa dynamique de développement. Il reste, bien entendu, maître de ses équipes. C'est lui qui recrute, c'est lui qui les forme. Même si nous avons des modules de formation technique ou de soft skills nationaux dans lesquels on met tout le monde ensemble, un collaborateur, il apprend le métier. Sur le terrain. C'est les 5% de temps qu'il passe en formation, où il apprend. C'est les 95% où il est chez ses clients, à côté de ses associés, de ses encadrants, avec des notes de revue, avec une relation client. C'est là que se fait l'apprentissage. Donc, ceux qui nous rejoignent sont absolument maîtres de ça. Maintenant, on leur apporte une synergie, on leur apporte des fonctions de support, on leur apporte une vision stratégique. Vous parliez de technologie, oui, là on leur apporte une technologie. Vous parlez de recrutement, on leur apporte un support logistique de recrutement. On leur apporte notre notoriété, notre marque employeur, notre présence sur les sites. On parle de développement, on leur apporte un soutien de go-to-market avec une équipe de business développement, avec une équipe de communication, avec une équipe de marketing. On leur apporte tous ces supports. J'ai été frappé, je crois que vous étiez aussi au congrès de l'Ordre la semaine dernière. Oui, on s'est croisés. Le nombre de cabinets aujourd'hui qui sont un peu perdus, pour pas dire complètement perdus, vers ces... Complètement. C'est terrible. Ce qu'on peut comprendre. On peut le comprendre, bien sûr. Eh bien, nous, on a eu cette vision, alors, grâce à mon expérience passée, où je suis arrivé il y a 4 ans chez BDO, en disant, Arnaud, il faut qu'on prenne ce virage, il faut qu'on aille là, il faut qu'on transforme ce métier. Donc, on a déjà fait des choix technologiques qui étaient très ambitieux. Alors, on peut dire, on a choisi un outil qui s'appelle Pennylen, qui aujourd'hui, je pense que c'était le plus gros stand du congrès. C'est une réussite fabuleuse. On est fiers parce qu'on a été acteurs avec eux. On a participé à leur premier pas et on a eu un vrai partenariat gagnant-gagnant. Mais donc on vient apporter à ces cabinets les choix qu'on a faits, qui je pense sont les bons, qui sont très orientés vers les clients. Des choix sur l'APA, sur la facture électronique
sur la méthode de travail, sur ce qu'on offre au client et quelque part sur ce qu'attend le client demain, c'est-à-dire non plus de la compliance seulement, mais bien entendu de la proximité, du conseil et de l'assistance. Donc on leur apporte beaucoup de back-office, on leur apporte de la méthodologie, et puis eux, de leur côté, ont le dynamisme, la vision marché, client et équipe. Mais on ne cherche pas à faire un espace de coworking où chacun vient avec ses outils et se retrouve dans le réfectoire pour... chacun est venu avec sa boîte de repas. C'est vraiment une adhésion bilatérale, c'est-à-dire que le cabinet intégré apporte à BDO et BDO apporte au cabinet intégré, le tout dans une dynamique de conservation de l'ADN BDO insufflé par la direction et rafraîchi, si on peut dire, ces dernières années. Est-ce que je résume ? Bien sûr. Et en plus de cette vision métier, on a créé un ADN très fort. Premier cabinet entreprise à mission. Donc on a des piliers auxquels on tient, qui sont forts, qui sont promouvoir les pratiques responsables auprès de nos clients, qui sont de réduire l'impact de nos activités sur l'environnement, dynamiser l'emploi et l'insertion. Mais le dire, c'est une chose, le vivre... Ce n'est pas que de la théorie, oui, bien sûr. Promouvoir les talents de nos équipes, ça c'est très important. Et puis contribuer à l'épanouissement de nos collaborateurs. Oui. Et ça, pour nous, c'est juste fondamental parce que, là encore, on revient sur le goodwill dans l'ascenseur. Et des équipes heureuses, des équipes qui sont en pleine acquisition de leurs compétences, mais aussi dans un environnement où on est heureux de travailler. Vous savez, quand on est jeune, quand on démarre, ce qu'on fait, c'est important, mais ceux avec qui on le fait, c'est encore plus important. La notion d'équipe. Quand on mature, on va s'intéresser un peu à son plan de carrière personnel. Et puis quand on vieillit, à mon âge, on revient sur ces critères de... C'est d'abord avec qui je travaille et c'est mon environnement. Donc ça, ce sont différents cycles de la vie des collaborateurs sur lesquels nous sommes très attachés. Donc nos valeurs de mission, c'est un vrai plus aujourd'hui. Et si on se place du point de vue des cabinets rachetés, quels sont les engagements concrets que vous prenez envers les associés cédants après l'intégration ? Alors, nous, on a beaucoup de succès parce qu'on ne fait pas de promesses, on fait. D'abord, on doit s'entendre avant. Vraiment le préalable. Quand on se plaît avant, j'ai envie de dire que tout est beaucoup plus simple. Parce qu'on met sur la table ce qu'on a à apporter. Le cabinet met sur la table les attentes, là où il veut aller. Et là, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vois des cabinets qui sont sur le marché à vendre ou pas à vendre, mais avec des motivations totalement disparates. Et ça, on revient sur le choix de la clé d'une bonne intégration. C'est que vous avez des cabinets aujourd'hui qui sont dans une situation où le dirigeant, il arrive à l'âge où il faut partir. Il a vécu 40 ans, il a créé un magnifique cabinet, il a souvent des associés minoritaires. Il se réveille en disant mais qui me rachète mon cabinet ? Et vous savez, dans ce cabinet, plus on travaille, plus on apporte et plus on augmente son prix de rachat pour pouvoir y rentrer à la fin comme associé. Donc ça, ce sont des cabinets qui font un choix, qui sont pris par le temps et qui tout d'un coup veulent, il faut vendre parce qu'il faut sortir. Oui. Et puis mes associés ne peuvent pas me racheter, donc moi je veux sortir, je me vends. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche parce qu'on cherche plutôt des cabinets qui, eux, dans leur motivation, et c'est là où on a l'alignement et c'est là où quelque part ça se passe bien, qui ont un vrai projet, qui n'ont pas la taille critique, qui cherchent des idées complémentaires, qui cherchent une dynamique, qui cherchent un soutien. Complètement. Et c'est ça qu'on leur apporte. Et c'est ceux-là qui nous intéressent. C'est avec ceux-là qu'on se marie très vite et avec lesquels on s'intègre assez rapidement. Je comprends. Aujourd'hui, on parle parfois, Laurent, de bulles sur les valorisations. On ne peut pas faire l'économie que d'évoquer ce sujet. Quelles sont vos pratiques et vos repères en la matière chez BDO ? Alors, nos pratiques, d'abord, on connaît le marché et on voit, alors c'est étonnant parce qu'on voit tout d'un coup des EBITDA qui ont des croissances exponentielles dans les 2 dernières années, au moment où on se prépare à la vente. Mais c'est amusant parce que on a sur les 5 dernières années, tout d'un coup, pouf. Donc, on est assez lucide. D'abord, notre métier, c'est aussi de faire de l'évaluation, du conseil en acquisition auprès de nos clients. Donc, on connaît bien. On sait faire de la due diligence côté acquéreur. On n'en doute pas. Donc, on voit ça. J'ai envie de dire, alors tout le monde tourne sur les mêmes multiples d'EBITDA à peu près, mais quelque part, le premier, c'est est-ce que c'est le bon EBITDA ?
Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu gonflé, hein, ça? Tout à fait, c'est une bonne question parce que parfois on s'intéresse aux multiples et on va, si je peux me permettre, chipoter pour 0,5 fois, alors qu'en fait c'est quand même l'EBITDA qui compte. Hein. Est-ce que c'est le vrai EBITDA des 5 dernières années, ou est-ce que c'est celui de l'année de préparation de la vente? Bah oui. Voilà. Donc le maquillage de la mariée peut cacher d'autres choses. Et puis on revient sur la même chose, c'est que à un moment, à 0,2, 0,3% près, c'est toujours pas le prix. C'est quelque part, on n'est pas prêt à acheter n'importe quoi, mais on préfère payer un tout petit peu plus cher quelque chose où on sait qu'on a un vrai ADN commun, l'opportunité, que d'acheter du low cost et d'empiler des portefeuilles où finalement la casque derrière est toujours beaucoup plus forte. Oui, c'est vraiment l'opportunité qui saura s'intégrer. Et puis la longévité. Oui, et la vision. C'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment une vision long terme que vous avez. Exactement. Et en termes d'équilibre dans l'opération, qu'est-ce que vous recherchez entre d'un côté le cash out, d'un côté parfois on voit des earn out aussi, et l'intéressement post-opération? C'est des sujets qui sont sensibles, qui sont très liés. Oui, c'est sensible, c'est très lié. Le cash out, on l'a dit tout à l'heure, il est très fort, il est éteint. On veut pas un cash out 100%. C'est-à-dire que celui qui veut partir à la retraite, il attend un cash out complet. C'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut un projet à long terme. Non. L'earn out, on a arrêté d'en faire. Parce que d'abord, dans earn out, il y a out. Et nous, ça nous intéresse pas. Les gens qui viennent pour 4 ans, 5 ans, et qui sont focusés sur leur earn-out. On veut que dès le départ, ils adhèrent au modèle, que ce soit les associés comme les autres, dans la même mouvance, et donc qui réfléchissent construction, valeur patrimoniale de notre cabinet et complément. L'earn-out crée obligatoirement des comportements individuels dans ça la peut être un pouce au crime, c'est vrai. C'est vrai. Donc, et puis ensuite, un équilibre entre, donc, évidemment, du cash-out, Ouais. mais aussi du capital, du compte courant, et puis Du réinvestissement. de l'investissement, bien entendu. Très bien. Et enfin, Laurent, si tu devais convaincre un cabinet de vous rejoindre en une seule phrase, que dirais-tu? En une seule. J'en ai deux. Alors, je ne donnerai pas deux phrases qui suivent. J'ai deux approches. Soit je donnerais une phrase très corporate, si je l'écrivais dans la presse, en disant venir chez BDO, quelque part, c'est continuer à entreprendre avec plus de moyens. Et c'est s'appuyer sur un collectif solide, passionné, engagé, et puis soutenu par un réseau. Maintenant, si je disais en one-to-one à quelqu'un, je lui dirais, mais demande à nos dernières acquisitions. On a fait 14 acquisitions en 3 ans. C'est vrai. Demandez-leur, et vous verrez qu'on tient nos promesses. Et vous verrez que ce qu'on dit, on le fait. Le témoignage des confrères. Et voilà, on fait pas de promesses, on fait et on intègre sans casser avec les richesses de chacun. Merci beaucoup, Laurent, pour cet échange très riche en retour d'expérience. On n'est pas déçus, à la hauteur de nos attentes, parce qu'on en avait quand même de très fortes avec BDO. Et donc un témoignage toujours éclairant pour continuer cette série de conversations avec les dirigeants bâtisseurs. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Voix du M&A. Merci beaucoup, Laurent. Merci.